Dans vos éditions du Basson, il y a un monsieur que vous avez rencontré, Denis Huvier, et on a sorti un bouquin. Denis, c'est un homme de la rue. C'est un homme de la rue qui est sorti de la rue mais qui y est toujours. Il a été SDF, il est devenu éducateur de rue auprès des SDF. C'est un homme qui aide les autres à s'en sortir grâce à son expérience et à sa science. Parce que c'est un homme qui réfléchit énormément. C'est un homme d'action, mais c'est aussi quelqu'un qui a sacré truc dans la caboche, quoi, qui réfléchit profondément. Alors, cela dit, Denis Huvier, comment s'est opérée cette rencontre ? Il y a 20 ans que je connais Denis. Un jour, dans une manifestation, je lui ai posé une question. Il m'a répondu, sympa. J'ai pris quelques notes dans mon carnet. Dans mon papier pour le soir, j'ai fait son interview. Et on s'est revu. Et quand j'avais besoin d'un guide, comme journaliste, on a toujours besoin d'un guide pour nous ouvrir les clés de certains mondes. Eh bien, Denis m'a, à certains moments, montré, pris sous son aile pour que je puisse comprendre ce qui se passait quand on n'a pas de toit. Alors, ce livre, ça donne quoi ? C'est une rencontre, c'est quoi ? C'est une interview sans fin ou c'est aller sur le terrain ? C'est au départ de l'histoire de Denis, montrer qu'il est possible de s'en sortir à condition de rencontrer les bonnes personnes, les bons services publics qui existent ou les bonnes associations. Surtout de retrouver confiance en soi. Et aussi de faire confiance à l'autre. Et Denis, partant de son expérience et de son travail, réfléchit, pose un regard sur son parcours et partage avec d'autres cette réflexion et cette histoire de vie. Sa vie, c'est celle des autres. Et ce livre est un outil. Denis va s'en servir pour aller dans les écoles, dans les assemblées. Il va en parler. C'est comme il va remuer du terreau avec ça pour essayer de faire germer quelque chose, des actions, une générosité. Alors j'en parlais une fois avec Denis Huvier, c'est vrai qu'il y a des tas d'aides sociales qui existent, mais le fait d'accéder à ces aides sociales, c'est pas simple. Il faut des guides, comme pour tout. C'est pas facile de s'y retrouver. L'accès à l'information est compliqué. D'abord, il faut être disponible. Pourtant, il y a Internet, mais bon. Oui, c'est vrai, mais il faut avoir Internet. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Et souvent, quand on est fauché, on n'a pas un accès très facile à Internet. La fracture numérique, ça existe. Mais Denis, c'est un humain. Je dirais qu'il est plus fort qu'Internet, Denis. C'est un homme de contact humain, c'est un médiateur. Mais un médiateur qui se met à la hauteur humaine de tous les autres. Et c'est ça qui m'épate chez lui. Qu'il soit avec un roi ou avec un clochard, Denis est toujours le même. Il est face à un être humain avec du respect et de l'amour et de l'écoute. C'est un travail de combien de temps, combien de mois ? 1 an. Un an. On a démarré il y a juste 1 an, début septembre. On s'est rencontrés, il m'a envoyé ses textes. Moi je l'aidais, je le guidais, on filtrait légèrement. J'écrivais mes parties à moi, on s'entraidait quoi. Un peu comme dans une course cycliste. Il y en a un qui est devant et qui tire, et il y a l'autre derrière, puis celui de derrière passe devant. C'est parce que lui, la syntaxe... Denis, c'est un homme qui a d'abord un travail de terrain qui est épuisant. Denis est quelqu'un qui est très rebelle. Et il est rebelle aussi avec la syntaxe, les virgules et tout le bazar. Et comme il dit... C'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Voilà, c'est ça. Alors bon, lui, Denis, il n'en a rien à faire de tout ça. Il s'exprime, mais il s'exprime comme il parle, mais c'est très beau, parce qu'il a un langage mélodique. Il aime la musique, c'est un poète né. C'est un poète qui s'exprime directement en faisant avec presque des alexandrins, Denis. C'est étonnant de l'écouter. Et en travaillant avec lui, j'ai mieux perçu la structure de son langage, la ligne mélodique de son langage. Et je suis heureux, je ne devrais pas le dire moi-même, je retrouve sa voix dans le livre. Marcel, tu as écrit aussi un bouquin sur Angelo Galvan, oui. Un des sauveteurs du casier. Et je te posais la question, je ne sais pas si c'est une question pertinente, comment Angelo Galvan aurait réagi face à un Denis Huvier ? Ils auraient tout de suite été proches. Parce qu'Angelo était un homme humble, mais un homme d'action, énergique, capable de réflexion. Et Angelo était l'homme qui sauvait les amis travailleurs dans le fond. C'est un sauveteur. Et je dirais que Denis Huvier est un sauveteur à sa manière. Il sauve les gens qui sont dans le caniveau, qui sont sur le trottoir, qui sont sans abri. Entre ces deux-là, moi, il y a quelque chose qui passe. Et je dis, il y a un esprit qui est là. Et c'est un esprit de cette ville quand même. C'est une émanation de la solidarité qui fait la nature même, la raison d'être de cette ville de Charleroi que j'aime beaucoup. Alors cela dit, vous avez suivi, tu as suivi un autre monsieur, qui n'est pas un homme spécialement dans le besoin, c'est le bourgmestre, à vélo. Alors c'est deux mondes différents peut-être ? Le monde, on est tous différents. Il y a des peuples, disait Emmanuel Macron.
Il n'y a pas un peuple, il y a des peuples. Non, mais il y a surtout des êtres humains, la grande famille des humains. Et dans la grande famille des humains, il y a des gens de tous les styles, de tous les genres. Heureusement, on n'est pas uniforme. La seule chose uniforme, c'est le sang qu'on a en nous et notre cœur. Eh bien, travailler avec Paul Magnette, parcourir Charleroi avec Paul Magnette, c'était un peu comme avec Denis Huvier ou avec Angelo Galvan. Avec Paul Magnette, il y avait des émotions ressenties. Il témoignait de ce qu'il vivait, de ce qu'il voyait quand on se promenait à Charleroi dans certains quartiers. Et il m'exposait sa vision et comment il allait essayer humblement, avec l'aide des gens, parce que tout repose sur la confiance des citoyens, comment il allait essayer, lui, de faire son petit travail à lui, son grand travail dans cette ville, exactement comme Denis, exactement comme Angelo. Ce sont des êtres de bonne volonté. Merci. Nous sommes avec Richard Laurent. Richard Laurent, bonjour. Alors, on est ici à la présentation de différents livres, de différentes maisons d'édition. Alors, Richard Laurent, vous êtes de retour avec Menace. C'est la troisième partie des Éprouvés. Et c'est la fin. C'est la fin, oui. C'est là où un certain nombre d'itinéraires trouvent leur dénouement. C'est là aussi où un scénario s'esquisse sur ce que pourrait être non pas une révolution, mais l'apparition d'un nouveau mouvement social en Belgique. Alors, on a suivi votre héros qui est passé par toutes les phases. Il a failli mourir, hein, il s'en est sorti, il a quand même été aidé. La fin était un petit peu optimiste ou pas? Je dirais que la fin ce n'est pas un dénouement, c'est pas un happy end de manière classique, mais le livre comporte malgré tout une touche d'espoir et permet à Hector de Troyes de se trouver une nouvelle dimension. Alors cela dit, c'est toujours des livres en phase avec l'actualité. Et Dieu sait si pour le moment on prouve que l'actualité, que la démocratie est en danger. Tout à fait. Et ce qui est parfois interpellant, en tout cas c'est ce que me disent certains de mes lecteurs et certaines de mes lectrices, c'est que les réalités que je décris, qui au départ peuvent sembler un peu saugrenues et relever de la pure fiction, ont tendance depuis quelques années, c'est-à-dire depuis la publication du premier volet de la trilogie, cette fiction a tendance à se concrétiser en réalité. Et c'est vrai que le premier tome, on ne parlait pas encore du Brexit, hein, on ne parlait pas encore d'autres problèmes, notamment la Russie et autres. Tout à fait. Or, dans le troisième volet, précisément, la question géopolitique du rôle de la Russie dans un certain nombre de tentatives de déstabilisation est soulignée aussi l'action et l'avenir des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui a fait beaucoup parler de lui. Merci, à découvrir aux éditions du Basson. Merci. Nous sommes avec Laurence Kleinberger aux éditions du Basson. Elle vient de sortir un bouquin intitulé, alors là c'est du Laurence Kleinberger, hein. Le jour où mon Alzheimer échappa aux griffes d'un nazi constipé grâce à un auteur croate, à la coiffure, un tueur croate, oui, à la coiffure étrange. Ça raconte quoi? Ça raconte ça en fait, vraiment, le jour où mon Alzheimer... Ben merci, c'est bien gentil. Voilà. Au revoir et merci d'être venu m'interviewer. Grosso modo, allez, ça raconte. Grosso modo, c'est la suite de J'ai pas tué Gérard, enfin je crois, dont vous avez dû déjà parler. Oui, tout à fait. Dans J'ai pas tué Gérard, enfin je crois, l'héroïne partait dans le désert. Et là, sa cousine a des ennuis, des très très gros ennuis. Elle est poursuivie par un tueur croate et en même temps un nazi pétomane fait des pogroms en plein Paris. Voilà. Un mystère avec beaucoup de morts, mais beaucoup de... Des morts variées quand même. Non, c'est toujours un peu les mêmes genres de morts, mais ça je préfère pas le dire à la radio, parce que sinon ça va déflorer un petit peu le sujet. C'est ce qui va mettre la puce à l'oreille de notre héroïne, qui s'appelle Lilith Finkelstein. Alors, ça dit, qu'est-ce que vous prenez comme matière quand vous écrivez vos bouquins Je fume la moquette.